milieux de développement personnel, de spiritualité au sens large, ou dans les cercles ésotériques, des formules du genre « je ressens que c'est juste, mon intuition me dit que, je sens que cette personne n'est pas pour moi, j'ai capté quelque chose dans cet endroit ». Et ces formulations sont dites avec une certaine autorité, comme si le fait de ressentir quelque chose constituait déjà une forme de connaissance fiable, directe, suffisante. Et la question que je veux poser aujourd'hui, sans chercher à y répondre par oui ou par non, c'est est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce que l'on ressent est fiable ? Peut-on s'y fier pour orienter ses choix, ses relations, sa vie spirituelle ? C'est une question qui concerne tout le monde au départ, mais elle concerne particulièrement les personnes qui se définissent comme hypersensibles ou qui sont concernées par la voyance, la médiumnité ou perception extrasensorielle, soit en tant que consultant, soit en tant que consulté. Parce que pour ces personnes, le ressenti n'est pas seulement une impression passagère, c'est une boussole, un outil, parfois même une vocation. Voilà un peu le sommaire de ce que l'on va aborder aujourd'hui, ce qu'est le ressenti comme mode de perception, le spectre des personnes concernées, la question des sources consultées et les questions concrètes à se poser pour ne pas se perdre là-dedans. C'est parti. Commençons par poser les choses, simplement. Le ressenti, c'est une forme de perception qui précède le langage et l'élaboration de la pensée. Avant que je puisse formuler ce que je vis, quelque chose en moi a déjà réagi. Une impression, une sensation, une résistance, un élan. Et les philosophes et les psychologues ont des mots pour ça. Moi, je vais rester plus proche de l'expérience concrète. Ce mode de perception est tout à fait réel et il est humain. Il est même précieux dans certaines situations. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois et que quelque chose sonne faux, cette impression mérite d'être prise en compte. Quand je dois prendre une grande décision, par exemple m'installer avec quelqu'un, choisir un lieu de vie, et que quelque chose en moi dit non, malgré tous les arguments rationnels, cette résistance intérieure a une valeur. Et à l'inverse, quand les feux sont au vert, c'est-à-dire que la raison valide le ressenti, il est naturel de s'engager dans la relation, l'achat, la décision importante, etc. Le ressenti, dans ces cas-là, mobilise quelque chose de profond, une forme d'intelligence globale, on pourrait dire, qui intègre des informations que la pensée consciente n'a pas encore traitées et que la conscience consciente vient corroborer. Et jusque-là, vraiment pas de problème. Le problème commence quand ce mode de perception devient le mode exclusif ou préférentiel du traitement de la réalité. Quand on sent des gens, des lieux, des situations, les opinions, systématiquement en temps réel, comme une source d'information principale et surtout fiable, là il peut y avoir problème. Quand le ressenti du moment devient un oracle. Quand on met les autres formes de perception, d'intelligence de côté. Quand le ressenti occupe la place d'autorité. Et dans cette série, Discerner sans s'égarer, aborder ce sujet me semblait naturel. C'est toujours présent lors d'échanges avec des personnes qui se définissent comme hypersensibles. Alors on va essayer de répondre un peu à ça. Je vais maintenant parler d'un continuum de profils que l'on rencontre souvent ou que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont déjà rencontré. À un bout du spectre, il y a comme une porte d'entrée ce que l'on appelle aujourd'hui l'hypersensibilité. C'est un sujet très à la mode et pour cause, il parle à beaucoup de gens. J'ai consacré toute une série d'entretiens à ce sujet et ça remonte à 5 ans déjà. Alors, petite synthèse, l'hypersensible reçoit beaucoup d'informations trop diverses et intenses pour être traitées simultanément. Et il les reçoit en permanence ou en quasi-permanence. Les émotions des autres, les atmosphères des lieux, les tensions invisibles dans une pièce. Il est facilement saturé et facilement débordé. Il a l'impression, l'hypersensible, de capter des choses que les autres ne voient pas. Et il est possible que longtemps, il pense que tout le monde en fait perçoit le monde comme ça, jusqu'à ce qu'il comprenne que ce n'est pas le cas et que lui, il est particulier. Et le nom que l'on donne à cette faculté, à cette manière d'aborder le réel, c'est l'hypersensibilité. Alors ça, c'est un bout du spectre. Et à l'autre bout du spectre, il y a la voyance assumée, la médiumnité, les perceptions extrasensorielles revendiquées, assumées et investies. Le voyant, le médium, il capte des informations qui viennent d'ailleurs. Alors après, ils vont dire des entités, de défunts, d'un niveau de réalité invisible. Parfois, et souvent, ils se dotent de théories. Parfois, ils se fabriquent leurs propres outils, on va dire conceptuels, pour comprendre et surtout faire comprendre le message qu'ils transmettent.
pour répondre aux questions ou se donner des points de repère. Les sources, les référentiels changent, mais ça ne change pas ce dont il est question aujourd'hui, c'est le ressenti. On parle de ressenti. Et entre les deux, entre les hypersensibles et les médiums, il y a toute une palette de personnes qui sentent, ressentent les énergies, perçoivent des présences, qui ont des intuitions récurrentes sur des événements futurs ou des états intérieurs des autres, des parfums qui vont évoquer des images du passé assez précises. Ce que je veux dire, c'est que ces trois réalités, hypersensibilité, perception extrasensible, médiumnité, ne sont pas des catégories séparées dans leur nature, ce sont des degrés d'une même problématique. Le ressenti comme mode principal d'accès à la réalité est la question de ce que ce ressenti capte réellement, vraiment. Et aujourd'hui, on pose la question de la fiabilité de ces perceptions et à partir de là, de la place à leur accorder. Voici ce qui se passe concrètement dans le circuit d'information de la personne. La personne perçoit quelque chose, une impression, une sensation, une information. Cette information n'arrive pas directement au centre d'interprétation sensorielle, ni jusqu'à la fonction des mots, mais il est capté avant cela, dans un circuit primaire de la perception, avant toute conceptualisation, avant la formation des mots, ou l'élaboration quelconque d'une émotion à proprement parler. C'est antérieur. De là, ces informations vont être démultipliées par l'interaction avec d'autres impressions du même moment ou d'avant, d'autres informations en général. Alors parfois, ce sont des informations ou des sensations qui sont restées là, dans cette instance-là, primaire, avant l'élaboration de quelconque émotion ou pensée, au seuil de la conscience, donc qui ont déjà été reçues, mais ça reste toujours informulé et non répertorié en quelque sorte. Et parfois, ces informations qui arrivent et qui ne sont pas encore conceptualisées ou rentrées dans un registre émotionnel rencontrent d'autres informations qui ont déjà été traitées par la conscience, mais qui reviennent à une place qui reste antérieure à la conceptualisation, qui reste donc dans un ressenti. Mais il y a une interaction entre plusieurs informations différentes. Celle du moment présent, où on capte, avant qu'elle n'accède donc aux représentations habituelles, celle du passé, qui sont toujours plus ou moins restés non traités, et d'autres qui ont déjà été reconnus et intégrés dans la personnalité, soit comme une émotion, soit comme une pensée, ou intégrés d'une manière générale, quoi. Et donc, au seuil de la conscience, il y a cette instance qui cogite beaucoup, mais de façon autonome. Elle ne traite pas les informations à la façon de l'intellect, ni à la façon des émotions non plus. Et c'est dans cette configuration que l'hypersensibilité trouve une place et prend, avec le temps, de plus en plus de place dans la conscience de la personne. Alors ensuite, il faut bien trouver une direction à donner à cet ensemble d'informations que l'on perçoit. Autrement dit, cette instance, il faut qu'elle trouve son sens dans la globalité de notre personne. Souvent, pendant longtemps, les hypersensibles pensent que tout le monde perçoit les choses comme eux. Et quand ils s'aperçoivent que ce n'est pas le cas, ils se mettent en quête d'une grille de lecture, d'un système, d'une aide quelconque pour comprendre ce qu'il se passe. Et peu importe la nature de la grille de lecture, qu'elle soit ésotérique, psychologique, spirituelle ou autre, le marché est très ouvert sur ce sujet et les prestations valorisant ou faisant de la calinothérapie aux hypersensibles sont légion. Le résultat sera le même. Recevoir la théorie qui va bien va donner un cadre explicatif, l'interprétation va confirmer et valider la perception, c'est-à-dire que tout va bien, c'est normal, il faut amplifier le phénomène. La perception va confirmer la grille de lecture qu'on vous a vendue, en quelque sorte, qu'on vous a fournie, et le circuit se referme. C'est-à-dire, je suis hypersensible parce que je perçois les auras, l'inconscient des gens ou l'âme des animaux. Peu importe le système aussi, il apporte une cohérence là où il y avait une sorte de chaos intérieur. On ne s'y reconnaissait plus, on ne savait pas ce qui se passait, et d'un seul coup, tout prend sens, tout prend une explication en tout cas. Et pour la personne, c'est très rassurant, vraiment. Et puis, avouez, il est quand même assez valorisant de dire qu'on est hypersensible d'un genre spécial. On perçoit les auras ou ceci, cela, etc. Mais le circuit que je décris, il présente deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'il est fragmentaire. Le ressenti capte quelque chose, mais quoi exactement ? Une projection de son propre état intérieur ? Une vraie information sur la réalité extérieure ? Une suggestion qui viendrait encore d'ailleurs ? Vraiment, on ne sait pas. On a accès parfois à une grille de lecture qu'on nous a vendue, mais en réalité, on a toujours des trous dans la raquette. On ne perçoit pas que
des auras ou uniquement l'inconscient des gens, etc., etc. On perçoit aussi d'autres choses qui ne rentrent pas dans le cadre qu'on nous a fourni. Et il faut faire avec. Et puis ce mode de perception que nous avons indiqué n'invite pas non plus à réfléchir de la même façon que les personnes dont l'instance de distribution primaire de l'information fonctionne sans cette rétention que les hypersensibles peuvent avoir, et qui donc, eux, ne sont pas parasités par toutes sortes de problématiques que rencontrent les hypersensibles typiquement. Et le plus souvent, il se passe que la certitude intérieure vis-à-vis de ces ressentis est suffisamment forte pour se dispenser de la vérification ou d'un référentiel précis, là où des non-hypersensibles vont poser des questions et vont essayer de vérifier quoi que ce soit. La tendance de l'hypersensible va être d'accepter a fortiori toutes ces impressions, même si elles ne sont pas classables ailleurs ou dans un référentiel commun. Ce que je cherche à dire, c'est que même pour les hypersensibles, les outils théoriques, en fait, ils sont purement cosmétiques. Ils justifient, ils encouragent à continuer, mais ils ne changent pas les choses réellement. Et ils n'aident pas la personne à prendre en charge réellement cette question du traitement de l'information. Pourquoi changer les choses ? À cause d'un deuxième problème lié à ce circuit que suit l'information. Le second problème, c'est que ce circuit peut facilement devenir enfermant et de fait enferme bien souvent. Plus on s'y fie de manière exclusive. Ça veut dire que la réalité objective, ce qui est vérifiable, concret, partageable ou interrogeable, perd du terrain, perd de l'intérêt ou de la valeur. C'est de moins en moins crédible. Et les encouragements à devenir, à se découvrir et à maintenir l'hypersensibilité ou à renforcer son hypersensibilité, avec ou non des systèmes théoriques, psychologiques, ésotériques, spirituels, etc., vont tendre à renforcer l'isolement de la personne. Les autres, qui ne perçoivent pas la même chose ou de la même façon, sont vus comme étant moins sensibles, moins éveillés, moins avancés, spirituellement, psychologiquement, ésotériquement, etc., etc. Ce qui a pour effet que l'on s'isole progressivement également dans une lecture du monde que personne d'autre ne partage réellement. Et vous développez vos propres façons de percevoir qui vont se renforcer, en qui vous avez pleinement confiance. Et ceux qui ne vous suivent pas, qui cherchent à vous prévenir même, que vous êtes en train de vous enfermer ou de vous éloigner d'eux, c'est qu'ils ne sont pas au niveau, pas ouverts, et un peu à la traîne, un peu en retard, moins évolués, etc. Ces problèmes, ces limites se traduisent par un état intérieur, les deux limites dont je viens de parler, par un état intérieur qui va tendre à se dégrader. Pour l'hypersensible, ça se traduit souvent par une sorte de confusion intérieure croissante. Trop de perceptions, trop d'impressions, d'émotions, d'idées, et ce qui entraîne le tout un peu en vrac. Il en découle naturellement une difficulté à démêler ce qui vient réellement de soi, ce qui vient réellement des autres, ce qui vient de l'environnement et le cas échéant, ce qui vient de l'inconscient des autres, des plans invisibles, des archétypes ou autres. Enfin, selon les systèmes empruntés, ça pourra prendre un vocabulaire différent. Ou parfois, on s'est donc forgé son propre vocabulaire pour se comprendre soi-même et on s'enferme dedans. Et notre état va se dégrader, notre état intérieur. Ça se traduit par beaucoup de sentiments confus ou d'aspirations complexes qu'on a du mal à exprimer ou qu'on a du mal à faire comprendre, comme le désir d'être soulagé, une sorte de fardeau, où on aurait envie de vivre comme si on était à jour, où il faudrait une mise à jour pour repartir à zéro et que tout notre calendrier soit libre en quelque sorte. Libéré d'idées, d'émotions qui surchargent la personnalité, la conscience, et on voudrait se sentir disponible au moment présent de manière simple. Ce seront autant de souhaits qu'on aurait éventuellement du mal à formuler, et de toute façon qu'on aura du mal à faire entendre à qui que ce soit. L'hypersensibilité, quand elle reste non discernée, n'est pas un don, c'est une surcharge qui épuise et qui égare. La question à laquelle les systèmes théoriques tendent à répondre, c'est celle de la source. D'où viennent ces informations ? Qui vous les envoie, puisque vous les recevez ? Quand une impression, une intuition, un ressenti spirituel arrive, d'où vient-il ? Alors les fournisseurs de prestations ont tendance à valoriser le ressenti et à le faire amplifier, ou à l'inciter à ce que l'on amplifie cette manière de percevoir. Souvent, on part du principe que ce qui vient de l'intérieur de soi, donc ces perceptions-là,
ou si ce n'est pas soi, ce sera une instance forcément bienveillante, ou d'un niveau supérieur de la conscience, ça peut être des guides, ça peut être l'univers, ou d'une capacité à percevoir certains plans invisibles, etc., ou des mondes parallèles. Mais ça, ce sont des théories, donc essaye de répondre à cette question, mais d'où viennent ces informations, ces impressions? Et c'est vrai que si on pose la question sérieusement, d'où viennent ces impressions, ces messages, ces perceptions peuvent venir en effet d'ici ou de là. Ça peut venir de soi, de son propre état psychologique du moment, ça peut venir de l'autre, par projection ou par résonance, ça peut venir de l'environnement, visible, invisible, et là, toutes les théories sont permises, et ça peut venir d'ailleurs, d'instances que l'on ne choisit pas, que l'on ne connaît pas, mais qui semblent vouloir venir communiquer avec nous, par exemple. Et lorsque vous optez pour un système, quel qu'il soit, système ou un autre, peu importe, ce n'est pas si anodin quand même. Je ne juge aucun des systèmes que je cite pour mémoire. Je ne juge aucun de ces systèmes, qu'ils se réfèrent à la psychologie, à l'occulte, au spiritisme ou je ne sais quoi, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'en suivant un système, en adhérant mentalement, émotionnellement à une théorie, vous faites un choix. Et ce choix implique une forme d'affiliation spirituelle, intérieure, non tangible mais réelle. Ce terme est fort, d'affiliation. Mais je sais, mais vous aurez certainement une tendance à minimiser cette notion d'affiliation, et c'est normal, parce que ces systèmes répondent, ou semblent répondre à un besoin que vous ressentez. Et donc, il a une importance particulière, ce système. C'est un peu votre précieux. Du moins, il protège votre don, votre particularité, parce que c'est elle, votre hypersensibilité, votre vrai précieux. Néanmoins, la question de l'affiliation spirituelle est importante. Quand on développe une pratique fondée sur la réception de messages ou de perceptions, médiumnité, channeling, guidance intuitive, on ouvre quelque chose. Et ce qu'on ouvre n'est pas nécessairement ni neutre, ni bienveillant, ni même sincère. Les traditions spirituelles sérieuses, toute origine confondue, ont mis en garde contre cette ouverture non discernée. Je ne vais pas développer davantage ce point aujourd'hui. C'est un sujet qui mérite un entretien à part entière et j'y reviendrai. Mais je voudrais au moins le nommer parce qu'il est au cœur de ce dont je parle. Si vous êtes concerné et que vous avez accepté d'entendre ces petits avertissements, je vais vous proposer maintenant, pour avancer, quelques questions à vous poser. Sachant que si tout ce que je viens de raconter pour vous, c'est que des bêtises, mais que votre hypersensibilité vous dit vraiment la vérité, alors c'est pas la peine de vous poser ces questions, vous pouvez arrêter l'entretien tout de suite, parce que vous ne voudrez pas vous poser ces questions-là. On y va. Quand vous vous fiez à vos ressentis, à vos impressions du moment, il me semble qu'il serait utile de vous poser des questions sur ce que vous percevez, sans remettre frontalement votre hypersensibilité en cause, mais pour vérifier ce qu'il se passe. Et vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. Ce sera une façon de rétablir un circuit de l'information utile pour vous dans votre rapport au monde. Attention, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une technique, ce sont simplement 3 questions à se poser. Face à un ressenti, ou qui prétend orienter un choix, ou valider une voie, ou prétendre véhiculer une sorte de vérité. Quand vous avez un ressenti, première question, c'est effectivement de se poser la question d'où ça vient. Quand je ressens quelque chose de fort, un élan, une résistance, une certitude, est-ce que je prends le temps de remonter à la source? Est-ce que je peux identifier si c'est mon état du moment? Si c'est une projection? Si c'est une suggestion extérieure? Ou est-ce que je ne sais pas? Et est-ce que je me contente de ne pas savoir? La question n'est pas de tout analyser en permanence, comprenez bien, c'est d'accepter l'incertitude sur la source plutôt que de la fermer trop vite par une certitude confortable en disant c'est forcément telles instances invisibles qui m'ont inspiré. Non, vous pouvez vous demander est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que ça vient simplement de moi qui était dans cet état d'esprit juste avant. Donc c'est une première question. La deuxième question, aussi importante, c'est vers quoi ce ressenti m'oriente. Un ressenti qui m'oriente vers quelque chose de plus grand que moi, vers les autres, vers un service, vers une qualité de présence, mérite une attention différente d'un ressenti qui, lui, va m'orienter systématiquement vers ma propre singularité, ma propre puissance, mon autorité spirituelle, à mes propres yeux ou aux yeux des autres. Alors, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est un indicateur. Vers quoi est-ce que ce que je ressens m'oriente, au fond? Ou bien, quelle est mon intention à travers ce que je ressens. Et ça, peut-être que je pourrais me mettre en contact avec moi-même pour répondre à cette question-là. Troisième question, est-ce que j'accepte de me laisser questionner?
Et cette fois, ça concerne les autres personnes que vous-même. Et c'est peut-être donc c'est une question la plus importante. Si ce que je ressens ne supporte pas d'être interrogé, si toute question extérieure est vécue comme une agression, un envahissement, une incompréhension, voire une menace, c'est un signal. Pas nécessairement que le ressenti est faux, mais que quelque chose résiste à l'épreuve de la réalité et ça mérite d'être regardé en face. Une perception vraie, une intuition saine n'a pas peur d'être éprouvée. Elle sort de l'épreuve soit confirmée, soit enrichie, soit transformée, ou bien invalidée, ça peut aussi arriver. Dans tous les cas, votre perception grandit et vous en sortez grandi. Ce qui se ferme au questionnement ne grandit pas, il se défend. Mais il se défend de quoi ou il se défend de qui? Telle est la question. Vous voyez, ces trois questions peuvent, si vous vous les posez régulièrement lors de ressentis forts, peuvent vous aider à mieux traiter l'information qui, jusqu'à présent, pouvait se révéler être très confuse, difficile à traiter. Alors, peut-on se fier à son ressenti? Je vous ai dit de ne pas répondre par oui ou non, je vais répondre un peu les deux. Oui, on peut se fier à son ressenti si on accepte que le ressenti est un signal et non pas une réponse. C'est un point de départ et non pas une destination. C'est un langage à apprendre à lire et pas un oracle à consulter. Charge à vous de faire le tri, notamment grâce aux questions qu'on vient de voir ensemble. Ou bien non, on ne peut pas se fier à son ressenti si on en fait le critère ultime de vérité, d'autorité sur les autres, si on lui demande de valider à lui seul tous les choix qui nous engagent réellement, ou si on le laisse fonctionner en circuit fermé sans jamais le confronter à quelque chose qui le dépasse. Voilà les conditions dans lesquelles le ressenti on peut s'y fier ou non. La différence entre les deux, c'est qu'il y a une certaine idée de ce que l'on est. Un être humain qui se connaît partiellement, qui a des angles morts, et qui peut se tromper de bonne foi, et qui, précisément parce qu'il accepte de se tromper de bonne foi, qui accepte cela, peut cheminer vers quelque chose de réel. Et il est possible que l'être humain ne soit pas transparent à lui-même, ce qui peut-être aussi justifie toute quête ou toute rencontre, toute tension vers le monde ou vers le réel, comme ce que constitue cette série d'entretiens sur cette chaîne par exemple. J'en profite pour vous inciter à vous abonner, à partager cette vidéo, par exemple avec des amis hypersensibles, pour voir comment ils la ressentent. Dans les prochains entretiens, on va quitter cette question du ressenti pour regarder de plus près ce qui peut arriver quand ce ressenti rencontre des propositions mal intentionnées ou dangereuses. L'emprise spirituelle, les faux guides, les mécanismes de manipulation, parce que là, les enjeux sont d'un autre ordre. Alors je vous dis à bientôt. Allez, salut!